Alors, est-ce que vous pouvez vous présenter? Alors, je suis Delphine Billien, je suis auteure, romancière et scénariste. En parallèle, je travaille dans le domaine de l'insertion. J'écris depuis un peu plus de 10 ans maintenant et j'écris sur deux genres littéraires qui sont le roman policier et la littérature blanche, la littérature générale. Ok. Si vous étiez un livre, lequel seriez-vous? Si j'étais un livre, lequel je serais, eh bien, je pense que je serais le Da Vinci Code, c'est-à-dire que je dois être pleine de mystères et qu'il faut trouver la clé pour pouvoir parfois me comprendre, mais en même temps, oui, c'est ça, c'est plein d'énigmes à la fois et complexe quand il faut. Ok. Alors, avant de parler sur vos créations, sur vos livres, on va revenir un peu pour mieux comprendre qui vous êtes sur la période de l'enfance, de l'adolescence. À quoi rêvez-vous à ces périodes-là? Quand j'étais petite, C'est ça. je rêvais de... J'étais plutôt du genre à me construire plein d'histoires. En fait, toute petite, je me suis toujours inventé des histoires d'aventures. Voilà, je ne pourrais pas vous raconter exactement quels étaient les rêves. À chaque fois, ça dépendait de l'instant du moment, de ce que je pouvais avoir lu, de ce que je pouvais avoir vu aussi. Mais j'étais plutôt avec de l'imagination, surtout. J'appréciais en fait. C'est extrêmement bête comme anecdote, mais j'appréciais beaucoup les voyages en voiture. Oui. Parce que quand vous êt en voiture et que vous n'avez rien à faire, vous écoutez de la musique. En tout cas, c'est ce que moi j'avais eu. J'avais les vieux Walkman avec les cassettes qu'on rembobinait avec les crayons. Et donc, bref, tout ça pour dire que pendant ces moments-là, j'aimais écouter de la musique et je m'évadais. Et donc, voilà, mes rêves, ils étaient un peu de ce genre-là. Alors après, je ne sais pas si votre question, c'était de quoi je rêvais comme avenir ou C'est comme... ça. Très sincèrement, je ne me pensais pas du tout auteur. J'aurais jamais Ok. imaginé pouvoir écrire et être scénariste-auteur. Aujourd'hui, je le suis par une passion qui est venue un peu tardivement, même si quand j'étais petite, j'ai écrit des histoires. Je m'imaginais plutôt, en fait, enfant, adolescente, enseignante. Ok. Je pensais même peut-être partir dans des pays lointains pour pouvoir enseigner dans l'humanitaire. Voilà, c'était un peu mes objectifs quand j'étais enfant puis adolescente. Ok. Donc, à quel moment de votre vie cet amour pour l'écriture vous est venu? De façon assez surprenante, j'avais mes enfants qui étaient assez petits à l'époque, mes deux aînés. Et j'ai eu une idée d'histoire. Voilà, j'ai eu l'idée d'un roman, enfin d'une histoire plus exactement. Et puis l'histoire s'est construite dans ma tête, donc j'avais un petit carnet, j'ai commencé à noter un peu cette trame, ce squelette d'histoire. En fait, à la fin, je me suis dit, punaise, ça vaut le coup, c'est pas mal, je vais rédiger. De toute façon, ça faisait 10-12 ans que j'étais formatrice et conseillère en insertion. J'écrivais pour les gens, j'écrivais leurs lettres de motivation, j'écrivais leur histoire. Je me dis, après tout, je peux peut-être essayer de résumer ce que je viens d'avoir en tête. Et en fait, je pensais que ça ferait 20 pages et ça en a fait 120. Et ça a été mon premier roman qui s'appelait Dans l'ombre des ancêtres. Et tout est parti de là. C'est-à-dire que y a eu ce roman qui était là. Je me suis dit, bon, qu'est-ce que j'en fais? J'ai commencé à le faire lire à 1, 2, 3 personnes. Je me dit, maintenant, mais il faut que tu ailles plus loin, auprès d'une maison d'édition. Et la vie est bien faite puisque j'ai rencontré des personnes qui étaient déjà publiées, donc qui m'ont introduite auprès d'une maison d'édition. Et puis après, l'histoire est partie. Donc, tout s'est bien passé, il n'y a pas eu de problème, c'est vraiment... Alors, on va dire tout ne s'est pas forcément toujours très bien passé. Mon premier roman, Dans l'ombre des ancêtres, n'a pas été accepté en fait par la maison d'édition, mais ils ont apprécié ma plume. Ils trouvaient que j'écrivais bien, ils trouvaient que j'avais un style intéressant. Donc, à l'époque, c'était la part des libraires, m'avait dit, si vous avez un autre roman qui est plus dans notre ligne éditoriale, c'est-à-dire plutôt régionaliste, on est preneur. Et donc, entre le moment où j'avais laissé le manuscrit et le moment où ils m'avaient recontacté, j'ai eu une autre idée, Les Mystères de la Rose Angevine. Donc je leur ai proposé et ils ont accepté. Alors c'était assez drôle parce qu'ils ont accepté alors même que le roman n'était pas totalement fini. Ok. Par contre, ils ont demandé à l'époque qu'il y ait une collaboration avec un autre auteur qu'ils avaient de leur côté, qui avait déjà collaboré et justement que je connaissais. Donc il a très gentiment accepté justement de me donner cet appui sur le premier roman. Et puis après, l'aventure est partie. Ok, donc c'est vraiment à partir de ce premier ouvrage qu'après la suite, c'est venu très naturellement et... Tout à fait. Après, on m'a demandé de toute façon la suite du Mystère de la Rose Angevine. Entre-temps, comme le Mystère de la Rose Angevine s'était bien vendu, j'avais dit à mon éditeur avec
peut-être un peu par boutade, lui dire si j'arrive à bien vendre, est-ce que vous accepterez de me prendre dans l'ombre des ancêtres? Et il m'avait dit oui, oui, pas de problème. Et puis en effet, j'ai fait un marché de Noël, j'ai tout vendu. Donc je dis est-ce que vous êtes toujours d'accord? Et il a dit ok. Donc il a sorti dans l'ombre des ancêtres. Et ensuite j'ai continué avec le mystère de la rose injuste. Ok. Comment se passe la transition, la cohabitation entre le monde de l'écriture et votre monde professionnel? C'est effectivement une très 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 bonne question. Ce sont deux univers très différents. Donc pour moi les choses elles sont découpées. Hein. Il y a vraiment le temps de travail et puis il va y avoir tous les autres instants où je vais pouvoir me consacrer à l'écriture. Alors sachant qu'à côté je suis maman, donc avec 3 enfants. Et il y a un temps nécessaire aussi à leur accorder. Voilà, les priorités elles sont bien sûr fixées pour le travail et puis les enfants d'abord, le travail. Mais ensuite, oui, il y a toute la partie d'écriture. Maintenant, c'est pas si fragmenté que ça, c'est-à-dire que l'écriture, elle peut aussi envahir l'esprit dans la journée. On peut avoir une idée dans la journée, et c'est pas parce qu'il est 10h du matin que l'idée elle nous vient, on va la noter. Donc j'ai toujours des carnets, j'ai maintenant des blocs-notes aussi sur mon téléphone portable. Je vais utiliser des outils pour que à tout moment, même si j'ai une idée qui c'est pas à ce moment-là et j'ai pas ce qu'il faut pour travailler, c'est pas le moment, eh bien je vais pouvoir quand même garder mes notes en tête. À quel moment on prend conscience, ou d'ailleurs est-ce qu'on arrive à prendre conscience, qu'on arrive à se dire, à se qualifier un jour qu'on est une autrice, une écrivaine? J'ai pas osé pendant très très longtemps. Et puis en 2000, alors j'essaye de pas vous dire de bêtises, 2021 je crois, quelque chose comme ça. La maison d'édition, Geste Édition, avec qui je travaillais depuis 2015-2016, m'a demandé d'écrire plusieurs romans. Ils m'ont fait des commandes. Donc, entre autres, Meurtre en Anjou, qui est le tome précédent de Crime en Anjou. Ils m'ont demandé aussi un roman à la Ken Follett, mais sur l'Anjou. Donc, c'était Le Secret de Rose. Et puis Sherlock Holmes. Et en fait, pour Le Secret de Rose, j'ai été obligée d'aller rencontrer des professionnels. C'est-à-dire qu'à un moment donné, c'était tellement spécifique, c'était tellement précis qu'il fallait que je sois appuyée par des spécialistes, par des gens qui s'y connaissaient. Donc, eh bien, ça a été à ce moment-là où j'ai enfin osé dire je viens avec ma casquette d'auteur, je viens en tant qu'auteur professionnel pour vous solliciter, pour avoir des informations, pour vous demander une rencontre. Et j'ai été très très gentiment, très très bien accueillie par toutes les personnes que j'ai côtoyées à ce moment-là. Et donc je me suis dit, en fait, la légitimité, elle est dans notre tête. À quel moment on se sent légitime? Personne ne m'a adoubé, personne ne m'a dit ça y est, tu es auteur, tu peux dire que tu es auteur. Je pense que c'est au moment où on se sent peut-être dans la nécessité de basculer. C'est-à-dire que là, j'étais aussi dans une phase de commande, j'étais dans une situation de commande de la part de l'éditeur, donc j'étais professionnelle. On me demandait quelque chose, on me demandait un travail. Donc il fallait que j'aille chercher des informations par rapport à cette commande. Donc je me sentais légitime d'aller me présenter, et d'autant plus avec cette casquette d'auteur. Ok, donc c'est quand même venu assez tard en fait. C'est venu très tard. Okay. Justement, être écrivaine, qu'est-ce que ça veut dire? Être écrivaine, qu'est-ce que ça veut dire? Alors on va parler, si je dois le définir de 2 façons. On va parler de l'aspect professionnel. Pour moi, être écrivain, c'est à la fois écrire un livre, mais c'est aussi être en mesure de connaître tout cet univers qui fait qu'on devient écrivain, c'est-à-dire tous les professionnels qui vont nous entourer, les éditeurs bien sûr, mais aussi les maisons, les diffuseurs, les libraires, les plateformes internet qui vont permettre de mettre des avis, tous les influenceurs également. Il y a un écosystème entre guillemets qui gravite autour de ces métiers avec lesquels on va collaborer, on va travailler, on va échanger. Et être écrivain, en tout cas pour moi aujourd'hui, professionnellement, c'est pas seulement écrire mon livre. C'est aussi travailler avec, comme je le disais aussi, les spécialistes, des professionnels qui, eux, sont au fait et qui sont experts de certaines questions. Donc c'est être conscient de tout ce qui gravite autour de ça et travailler en accord avec toutes ces personnes-là. Et puis il y a le côté un peu plus, on va dire, côté un peu artistique. Quand on parle de l'écrivain, c'est l'artiste qui va avoir son idée, sa plume, voilà. Eh bien, il y a aussi cet aspect-là, c'est-à-dire que quand je vais créer, je vais être plus dans cette espèce d'état d'esprit
oui, un peu plus artistique, un peu plus parfois bohème, un peu plus technique, mais je vais être vraiment sur cet aspect-là. Donc j'ai envie de dire, il y a deux facettes. Deux facettes, ok. Vous venez de sortir un nouvel ouvrage intitulé Crime en Anjou, mémoire partagée. De quoi raconte ce livre? Alors ce livre parle d'Axelle Berthelin. Donc, c'est le personnage qui va, parce qu'il y aura un troisième tome, qui est l'héroïne de Crime en Anjou, Meurtre en Anjou, qui était le premier tome. On retrouve donc Axelle Berthelin, qui est notre jeune enquêtrice, alors jeune dans le métier, puisqu'elle a été tout juste reçue à l'école de police, et donc elle vient d'arriver au commissariat sur le meurtre en Anjou. On la retrouve un an plus tard. Avant, elle était psychologue. Et sur ce nouveau tome, eh bien, Axelle se retrouve confrontée à un meurtre, le meurtre d'un jeune hockeyeur angevin, Grégory Fraser, un jeune hockeyeur, pardon, je vais y arriver, excusez-moi. Pas de souci. Un jeune hockeyeur angevin, Grégory Fraser, qui a été retrouvé sauvagement assassiné chez lui. Donc, pour Axelle, c'est une opportunité, une possibilité en tout cas, encore une fois, d'asseoir sa position au sein du commissariat, de faire ses preuves. Donc elle va se lancer dans cette enquête. Et bien sûr, en parallèle, on va retrouver son enquête personnelle, puisque Axelle est devenue enquêtrice pour des raisons très personnelles. Elle a perdu une amie très proche quelques années plus tôt, qui a été assassinée. Et elle est persuadée que le véritable meurtrier court toujours. Okay. Donc elle va aussi avancer dans cette enquête, les deux enquêtes vont avancer parallèlement tout au long de l'épisode. Et on retrouvera Axelle dans un dernier tome l'année prochaine, en mars 2025, où là on aura la clôture de l'ensemble de cette énigme. Ok, intéressant. On va revenir justement à la période de l'enfance. Qu'est-ce que vous direz à la personne que vous étiez à 20 ans et inversement? Qu'est-ce que vous direz à la personne à vous, quand vous avez 20 ans, et à la personne de 20 ans, qu'est-ce que vous direz maintenant? Alors là, pour la deuxième, je vais avoir peut-être plus de mal. Pour la première, j'ai envie de dire, si c'était moi qui parlais à moi jeune, j'aurais envie de dire de me faire un petit peu plus confiance, quoi. Peut-être d'oser un peu plus, d'arrêter de marcher sur des œufs, et puis de foncer davantage peut-être, intelligemment bien sûr, mais de foncer peut-être un peu plus et arrêter de se poser des questions. Et le jeune de 20 ans vers moi, c'est une bonne question. Qu'est-ce que moi je pourrais me dire plus vieille? Peut-être de me satisfaire aussi de ce que j'ai finalement, parce que je n'aurais pas imaginé à 20 ans avoir ce parcours-là. Et finalement, j'ai pas à me plaindre. Donc même si c'est pas facile, même si c'est pas tous les jours simple, même si j'ai connu des séances de dédicaces qui peuvent être parfois un peu longues parce que malheureusement on tombe sur la mauvaise journée, il n'y a personne dans le magasin, il pleut dehors et vous voyez, vous avez très peu de monde à passer dans le magasin, mais c'est pas la faute du libraire, c'est pas votre faute non plus, c'est un concours de circonstances. Mais les heures sont longues à ce moment-là. Voilà, d'avoir connu tout ça, c'est pas grave en fait, c'est extrêmement constructif. Ça permet de venir tester aussi son envie de continuer au-delà des difficultés et de se dire on n'a rien sans effort. Et moi je crois vraiment au travail, et comme le disait pas George Washington, ça y est, je vais avoir perdu le nom de ma référence, je vais la retrouver, mais qui disait qu'il croit beaucoup. Il croit beaucoup en la chance, mais il constate que depuis qu'il travaille énormément, la chance arrive d'autant plus. Et je ne sais plus, mais c'est pas grave. Forcément, j'arrive toujours à la sortir, mais pas cette fois-ci, je suis désolée. Aucun souci. Est-ce que vous avez toujours osé écrire, justement pendant cette période-là où on est en train de se construire? Est-ce que écrire, c'était quelque chose, qui vous a permis d'échapper à la réalité, ou c'est vraiment une pure passion, une pure envie? J'écrivais pas tant que ça quand j'étais petite. J'ai écrit quelques petites histoires pour moi, pour me faire plaisir. Mais non, j'étais pas, vraiment, j'étais extrêmement loin d'imaginer que ça pourrait surgir de cette façon à 30 ans, 28 ans, 29 ans, quelque chose comme ça, que ça surgirait de cette façon-là. Donc, enfant, pas forcément. Ok. Est-ce que vous avez un conseil pour tous ces jeunes filles, ces jeunes garçons qui ne savent pas trop quoi faire de leur vie et qui se sentent mal et qui prennent justement l'écriture comme échappatoire? Est-ce que vous avez un petit conseil à leur donner? Alors, à partir du moment déjà où on trouve du plaisir dans l'écriture, déjà ne pas s'arrêter, continuer surtout. Cet échappatoire, elle est bénéfique, quel que soit l'objectif après qu'on se fixe par rapport à cet écrit. Est-ce qu'on veut être auteur? Est-ce qu'on veut juste écrire pour se faire plaisir? Il y a plein de
de choses différentes. Quand on est jeune, on se met parfois une pression, et sans doute que la société met une pression. Il faut savoir ce qu'on veut, il faut être capable de définir notre objectif à long terme et limite se projeter à l'âge de 50 ans, tu en seras où et tu auras quoi. Ce qui est impossible à mon sens, et j'en suis la preuve vivante. Je n'aurais, encore une fois, jamais pu imaginer à 30 ans me mettre à écrire des livres et être publiée. Donc les choses, elles arrivent aussi parfois un peu par hasard, et notre chemin nous amène là où on doit aller. Donc je crois aussi beaucoup au fait qu'on a notre route à tracer, et les choses arrivent, il faut avoir confiance, il faut se laisser porter. Et puis quand on a des envies, faut aller jusqu'au bout. Il ne faut surtout pas être arrêté par la peur, parce que la peur est la pire des conseillères. Quels sont vos futurs projets? Alors j'en ai beaucoup, Allez-y. j'en manque pas. Aujourd'hui, je me lance dans l'auto-édition, puisque j'avais plusieurs manuscrits qui étaient restés dans mon tiroir, et je me suis dit, non, c'est un peu dommage quand même de ne pas les publier. Et aujourd'hui, les plateformes internet permettent vraiment de publier nos romans de façon plus simple, plus accessible. Donc à partir de septembre, je lance mon premier roman en auto-édition, qui s'appelle Le Prix des Apparences, je peux vous le dire déjà, qui sera un polar. J'alternerai entre polar et puis littérature générale, mais là c'est un polar. Donc voilà, déjà c'est un gros travail, parce que je trouve ça extrêmement riche. Et encore une fois, comme je vous disais, c'est tout l'aspect professionnel du métier d'écrivain, c'est-à-dire qu'on peut avoir aussi toute la connaissance des aspects logistiques, la mise en page, les maquettes, etc. Donc ça c'est aussi très intéressant et très riche. Donc ça c'est un premier des gros projets. Et puis à côté de ça, je continue toujours mon activité de scénariste avec un co-auteur avec qui je travaille beaucoup, Samuel Delage, qui m'aide énormément aussi à découvrir, approfondir ce métier. Et puis on a plusieurs projets qui sont en cours. Donc on attend certaines réponses, mais il y a des bonnes choses qui se mettent en place. Je vais croiser les doigts, je vais toucher du bois surtout. Et puis je vais continuer à me battre de toute façon. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour l'avenir? Qu'est-ce qu'on peut me souhaiter pour l'avenir? Que mes 2 objectifs de l'année puissent être atteints. Voilà. J'en ai un, ce que j'évoquais avec le scénariste, en tant que scénariste, et puis sur une partie aussi de mon écriture. Voilà, c'est vraiment de pouvoir continuer à atteindre mes objectifs que je me fixe annuellement. Est-ce que vous avez un dernier mot à nous dire? Un dernier mot. D'abord, je vous remercie pour cette interview, pour cet échange qui était très intéressant. J'aurais envie de vous dire que, d'après Oscar Wilde, il faut toujours viser la lune, parce qu'en cas d'échec, on atterrit dans les étoiles. Voilà. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci.